Donc la semaine dernière, il y a à peu près 2-3 semaines, on a abordé les 4 causalités d'Aristote, grâce au concours de Emmanuel Brassard. Et Michel souhaitait poursuivre sa réflexion. Ben oui, c'est-à-dire transporter les questions sur le champ psychanalytique, quoi. Voilà, oui. Parce que et puis peut-être aussi quelques précisions sur ce que nous a apporté Emmanuel Brassard. Oui, c'est tout. Alors, c'est un peu fouillis, mais enfin, ça va être comme une association en vrac, quoi, à défaut d'équilibre. Donc, la notion de cause. Alors, au fur et à mesure, j'ai été amené à faire plusieurs rapprochements, quoi. Alors d'une part, en m'occupant un petit peu de l'étymologie, quoi. À la fois latine et surtout grecque de ce concept. Et puis, au fur et à mesure du développement, j'ai vu qu'il y avait aussi des implications évidemment signifiantes langagières, quoi. Alors, écoutez, je vais attaquer dans le dur, c'est-à-dire j'ai apporté un texte de Heidegger, extrait des essais et conférences, qui s'appelle La question de la technique. Je n'ai pas retrouvé la date de ce texte. Ça devait être une conférence ou un essai déjà. Et pourquoi la question de la technique? Alors tout de suite, j'avance quelque chose à quoi je suis arrivé. C'est le passage de la pulsion et puis du trajet de la pulsion au graphe du désir. Alors, je vous dessine vite fait les deux, comme ça, comme je les ai fait sur mon petit machin. Non, attends, je ne peut-être pas assez de place. Donc, alors, la pulsion, un truc classique. La zone érogène. Alors, le parcours de la pulsion, que Lacan décrit du terme anglais de the aim, le chemin, quoi, le parcours. Quoi. Et puis, en fait, c'est une double acception du terme de but de la pulsion. Et puis le goal. Le goal, qui est en fait le retour de la pulsion sur la zone érogène. Et puis qu'est-ce que... Ah oui, là, ce qui est important, c'est que au départ, c'est un procès actif, et puis il y a un retournement. Donc il y a un contour un détour. Comment on détourne un objet? Le détour de l'objet A. Il faudrait que tu écrives beaucoup plus gros parce que personne ne va pouvoir lire. Bon, vous voyez ou vous ne voyez pas? On voit très bien. Allô? Bon, il ne répond pas, c'est qu'il voit. Et puis, le retour, il est pronominal, c'est-à-dire voir, se faire voir. Le retour sur le... Bon. Donc ça, c'est le premier... Alors en plus, présenté comme ça, c'est déjà très... Comment dire? C'est déjà toute une articulation signifiante. Le but de la pulsion étant
on veut dire le plaisir, la jouissance. La différence à faire entre les deux. Et puis, j'ai vu une articulation avec le graphe du désir. On appelle le graphe du désir. Qui serait donc, en fait, là, c'est bon, après tout ça, c'est à développer. Hein. Je pense que ça pourrait faire l'objet de plusieurs séances, quoi. Là, je vais vous présenter comme ça, un peu en vrac, quoi, enfin, bon, comme je l'ai dit. Et donc, là, c'est le versant langage. C'est-à-dire, avec les deux étages, on va dire, enfin, les deux champs, quoi, d'énonciation, d'énoncé, énonciation, enfin bon. Alors, pourquoi je vous disais ça? Entre les deux, c'est-à-dire entre le passage de ces problématiques somatiques, corporelles entre guillemets, qui est déjà en partie signifiante, et puis son versant purement signifiant, c'est-à-dire le graphe du désir. Donc, de l'un à l'autre, il y a la technique. Elle est là, la technique. La technique de la langue, la technique de n'importe quoi. Enfin bon, c'est tout ce qui permet de donner un prolongement et en même temps de produire une énergie à partir de quelque chose de matériel, alors, de corporel. Simplement un petit mot. Comme tu parles du corps, Lacan a bien insisté sur le fait que dans ce dessin, ça indique bien que ça sort par le même côté que c'est entré. Et alors? Eh ben, c'est pas comme quelque chose qui traverse. Ça rentre et ça ressort par le même trou. C'est ce que j'ai dit, oui. Oui, oui. Donc tu précises ce que j'ai dit. C'est un point important sur lequel Lacan a insisté. Après. Mais c'est un retour sur la zone érogène, c'est-à-dire un retournement de la pulsion. Voilà. Donc manger, se faire manger, voir, se faire voir, etc. Donc c'est bien indiqué que c'est la même zone érogène. Pour ce qui est de l'approche philosophique de la causalité, là je vais vous lire deux pages de Heidegger dans cet essai, la question de la technique. Donc je vous ai dit pourquoi en fait la problématique de la technique est intéressante. C'est donc ce qui fait médium entre le pulsionnel et le désir, quoi. Enfin bon, en gros, hein, je schématise. C'est-à-dire ce qui est de l'ordre somatique. J'hésite toujours, hein, parce qu'en fait, c'est pas purement somatique, mais bon, parce qu'il y a déjà une inscription signifiante. Mais bon, disons que la prise dans le langage est tellement précoce que le somatique pur, en fait, il est difficile vraiment de le situer. Alors, donc Heidegger. Depuis des siècles, la philosophie enseigne qu'il y a 4 causes. La causa materialis, la matière avec laquelle, par exemple, on fabrique une coupe d'argent. La causa formalis, la forme dans laquelle entre la matière. Troisièmement, la causa finalis, la fin, par exemple le sacrifice par lequel sont déterminées la forme et la matière de la coupe dont on a besoin. Et quatrièmement, la causa efficiens, celle qui produit l'effet, la coupe réelle achevée, l'orfèvre. Ce qu'est la technique représentée comme moyen se dévoilera lorsque nous aurons ramené l'instrumentalité à la quadruple causalité. La coutume, depuis longtemps, est de représenter la cause comme ce qui opère. Opérer veut dire alors obtenir des résultats, des effets. La cause efficiente, l'une des 4 causes, marque la causalité d'une façon déterminante. Ça va si loin que l'on ne compte plus du tout la cause finale, la finalité, comme rentrant dans la causalité. Alors là, il ajoute un truc
moi qui me pose question, il dit causa, casus se rattache au verbe cadere, tomber. Alors là, j'ai eu beau chercher dans tous les dictionnaires étymologiques du latin, j'ai jamais trouvé cette racine. Cadere. Cadere, tomber. Cadere. Je sais plus, il avait fumé quelque chose. Donc je passe ces 3 lignes. Pardon? Si, c'est tombé. Ah ben écoutez, vous me donnerez la référence, parce que moi je n'ai pas trouvé. Hein. Cadere, tomber, oui, mais ça n'a aucun rapport avec causa. Hein? Absolument pas. Non, ce n'est pas la même racine. La doctrine des 4 causes remonte à Aristote. Cependant, tout ce que les époques ultérieures cherchent chez les Grecs sous la représentation et l'appellation de causalité n'a dans le domaine de la pensée grecque et pour elle rien de commun avec l'opérer, l'effectuer. Ce que nous nommons cause, ursach, ce que les Romains appelaient causa, se disait chez les Grecs aition, ce qui répond d'autre chose, d'une autre chose. Les 4 causes sont les modes solidaires entre eux de l'acte dont on répond. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant que j'espère pouvoir vous montrer et retrouver un peu plus loin. Donc les 4 causes sont les modes solidaires entre eux de l'acte dont on répond. Verschulden. Alors, un exemple peut éclairer ceci. Alors, bon, je vais vous marquer au tableau, j'espère que ça va être visible. Premièrement, matériel. Je ne fais pas matériel. Deuxièmement, ça c'est le classement De guerre. d'arrêt de guerre. Je ne sais pas si c'est l'ordre chez Aristote, c'est le même ordre. Troisièmement, final. Et quatrièmement, efficiente. Donc la cause matérielle, bon, bah, c'est la matière, alors en grec, ulé. La cause formelle, la forme, c'est eidos. Je crois que c'est ça. Hein. Le final, c'est le telos. Et puis, efficience, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, je ne vous le mets pas tout de suite. On va faire un truc un peu progressif. Ce qui est intéressant, c'est... Alors oui, bon, après on reviendra sur le répondre de, le Verschulden. Alors, il prend un exemple. L'argent est ce de quoi la coupe d'argent est faite. Bon, en tant que cette matière, ulée, il est co-responsable de la coupe. Celle-ci doit à l'argent ce de quoi elle est faite. Elle l'a grâce à lui. Mais elle ne reste pas seulement redevable envers l'argent, en tant que coupe, ce qui est redevable envers l'argent apparaît sous l'aspect extérieur d'une coupe et non sous celui d'une agrafe ou d'un anneau. Il est donc en même temps redevable à l'aspect, eidos, de sa forme de coupe. L'argent, alors là on avait eu une petite discussion la dernière fois au sujet de essence, substance, je ne sais pas si vous vous souvenez, Oui. à propos de ousia. Donc il faudra qu'on voit ça, mais en fait ce sont 2 caractérisations d'une même chose. L'essence réfère à l'être et la substance c'est ce qui se tient dessous, quoi, enfin, ce qui se tient dessous, qui subsiste de soi, alors que ousia c'est l'être, quoi. C'est la matière d'une chose, c'est son essentiel, si on peut dire. Donc en fait, ces deux notions, essence et substance, coïncident sur 2 versants, quoi, du même objet, on va dire. Alors que la forme, c'est eidos. Et alors, entre parenthèses, effectivement, le télos. On retrouve là la variabilité de l'objet de la pulsion. Parce que, ma foi,
cette coupe sacrificielle, elle est prise évidemment dans un réseau symbolique, mais peut-être 3 siècles plus tard, elle peut servir quelqu'un la met dans son entrée, mais c'est que les dents, enfin bon, il n'y a plus du tout le même usage. Donc la finalité, la cause finale, est un peu comme ça. Bon, enfin, bon, là, c'est aussi à préciser. Un troisième facteur, cependant, demeure avant tout responsable de la coupe. C'est ce qui l'inclut au préalable dans le domaine de la consécration et de l'offrande. Elle est ainsi définie comme chose sacrificielle. Ce qui définit, termine la chose. Ah, c'est intéressant. Là, je n'ai pas le texte allemand. La chose ne cesse pas avec cette fin, mais commence à partir d'elle comme ce qu'elle sera après la fabrication. Donc là, on retrouve un peu finalement le aim de la pulsion, c'est-à-dire ce qui est à la fois au départ et à l'arrivée. Tu peux expliciter un petit peu ça? Quoi donc? Ce que tu viens de dire. Ben, je te le relis, c'est clair. Bah, pas pour moi. Un troisième facteur demeure avant tout responsable de la coupe. C'est ce qui l'inclut au préalable dans le domaine de la consécration et de l'offrande, quand on veut faire une coupe pour faire des sacrifices, évidemment, pas pour boire un coup. Elle est ainsi définie comme chose sacrificielle. Alors, ce qui définit termine la chose, c'est-à-dire ce qu'il a défini. Il y a chez Heidegger toute une pensée de la déclosion ou de l'apparaissant disparaissant ou du laisser venir, enfin quelque chose comme ça. Et donc se définit chez Heidegger, je pense que c'est apprendre sur le négatif de finir, c'est-à-dire ce qu'il envisage comme fini, mais sous l'angle de ce qu'elle n'est pas encore, ou de ce qu'elle est en train de devenir. Donc ce qui définit termine la chose. C'est un peu ce sens-là que je pige. La chose ne cesse pas avec cette fin, mais commence à partir d'elle, comme ce qu'elle sera après la fabrication. La chose ne cesse pas avec cette fin, mais commence à partir d'elle, comme ce qu'elle sera après la fabrication. Ce qui, en ce sens, termine et achève se dit en grec télos, mot qu'on traduit trop fréquemment par but et fin, et qu'ainsi on interprète mal. Le télos est responsable de ce qui, comme matière, et de ce qui, comme aspect, est co-responsable de la coupe sacrificielle. Bon, c'est la lecture de Heidegger. Un quatrième facteur, voilà, là ça devient assez marrant. Un quatrième facteur, enfin, répond aussi de la présence et de la disponibilité de la coupe sacrificielle achevée, c'est l'orfèvre. Mais nullement en ceci que par son opération, il produit la coupe sacrificielle achevée comme effet d'une fabrication, nullement en tant que causa efficiens. L'orfèvre n'est pas cause efficiente. La doctrine d'Aristote ne connaît pas la cause que ce nom désigne, pas plus qu'elle n'emploie un terme grec correspondant. L'orfèvre considère et il rassemble les 3 modes mentionnés de l'acte dont on répond, Verschuldung. Donc, en fait, ouais, bon. Ce que tu appelles l'orfèvre, c'est le professionnel, c'est ça ou c'est quoi? Oui. C'est ça, Oui. D'accord. C'est l'artisan. C'est celui qui rassemble les 3 causes. D'accord. Il considérer, überlegen, se dit en grec legein, logos. C'est l'auteur de l'artefact, en fait, c'est ça. Oui. Et repose dans l'apophainestai, c'est-à-dire ce qui apparaît, dans le faire apparaît. Voilà. L'orfèvre est co-responsable, comme ceux à partir de quoi la production, alors toujours en 2 mots, produire, c'est-à-dire
conduire devant, ou enfin, et le reposer sur soi de la coupe sacrificielle trouvent et conservent leur première émergence. Voilà. Et pourquoi 3 et pas 4? Tu parles, c'est quoi? C'est les 3 premiers ou c'est... Alors sur les 3 premiers, matériel, formel, la forme, finale, le télos, le but, et donc la 4e, l'efficiente, la cause efficiente, en fait, c'est pas leur faible, c'est-à-dire c'est pas un objet. C'est celui qui... C'est celui Non, qui c'est un use, qui en processus. use. C'est un processus. C'est pas un humain. C'est le processus de production. C'est la production. La préfabrication. Oui, Le faire. c'est la production. Donc il n'y a pas de terme grec pour efficient. Avec le logos. Il rassemble les trois. Alors, ce qui devient un peu ludique, on va dire, c'est qu'on peut. Je me suis dit qu'on pouvait dire que la cause matérielle est du registre du réel, hein, vous voyez, la cause formelle du registre imaginaire, la cause finale du registre symbolique, on le voit bien dans la destination sacrificielle de la coupe, c'est symbolique. Et puis la 4e, c'est celle qui noue qui rassemble qui considère les 3 registres précédents. Voilà, donc ça c'est pour Heidegger. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter maintenant? Il y a 2... J'ai une question, excusez-moi. Dans Verschulden, il y a une notion. Verschulden, ouais, il y a une notion quand même de faute. Oui, voilà. La dette et la faute. C'est le Schuld. Ah oui, Schuld, Schuldig, ça veut il y a dire les deux. coupable, enfin, ça veut dire Oui, qui a commis une faute. Responsable du coup, mais du côté d'une culpabilité, de quelque chose comme de la coupe. Oui. Dette, faute. Alors culpabilité, c'est autre chose, hein, enfin. Du défaut, en tout cas. Qu'est-ce que j'avais marqué? Oui, c'est ça, dette, faute, responsabilité. Culpabilité, c'est autre chose. Hein, ça met en jeu le surmoi. Alors que la dette, c'est un processus symbolique, quoi. C'est-à-dire, ça vient du don, le don qui met en dette. Enfin bon, l'échange, la faute, c'est justement de ne pas répondre ou de ne pas. Il y a des mots qui me sautent par la tête. La responsabilité, c'est répondre de quelque chose, s'engager. Et puis la faute, c'est de ne pas honorer. Voilà, de ne pas honorer. Alors là, ça, c'est un autre versant de cette promenade que j'ai faite. En continuant sur ce que vient de dire Fanny, comment tu introduis cette notion de faute ou de schuldig dans cette coupe, quoi? Oui, tout à fait. Alors, parce que ça paraît, a priori, ça paraît assez déconnecté. Oui, tout à fait. Alors, bon, c'est une petite note de Heidegger qui m'a fait prendre cette notion, parce qu'après je la raccroche à autre chose qu'on va voir. Voilà, Verschulden. Ce que nous nommons cause, je reprends Heidegger, Ursache. Ce que les Romains appelaient causa se dirait chez les Grecs aition, ce qui répond d'une autre chose. Alors, une petite note. Verschuldet. Être coupable de. Porte, ou qui porte la responsabilité de. Schuld, à la fois faute et dette, se rattache à sollen, devoir, qui réunit originellement les deux sens de commettre une infraction et d'être tenu des conséquences. Bon, ça c'est un versant de l'analyse de la causalité. C'est-à-dire via
Aristote qui nous mène finalement aux trois registres, ou un réel imaginaire symbolique, et puis à l'efficience, c'est-à-dire à celui qui produit, quoi, qui est, j'allais dire le maître du logos, mais il ne faut pas exagérer non plus, bah, disons celui qui parle, quoi. Enfin, bon, voilà, le sujet. T'as la cause, t'as la... Alors, le versant substantif de cause. Et son versant, disons, de processus, quoi. Voilà. Donc là, substantif serait illustré par le nom. Hein. Puis là, le verbe. Donc ce que Heidegger passe en critiquant sous le terme de Ursache. C'est le premier qui est à la base, quoi. Sache, bon, c'est la chose. C'est la chose qui est à la base d'autre chose, évidemment. Et puis, sur le versant processus, il y a évidemment actif et passif. Passif. C'est une promenade, hein. C'est une promenade après, je ne sais pas si... Il y a par exemple causer, être causé. Alors être, je le fais comme ça. Hein. Donc causer, déjà, il y a deux sens. Quoi. Il y a, même étymologiquement, enfin c'est une étymologie pas très pure, quoi, qui va avec, qui est contaminée par l'égaine et puis qui fait les causeries, c'est quelque chose d'assez péjoratif en général. Et puis bon, il y a le sens causé qui est vraiment originel, c'est-à-dire le motif, quoi, le motif être le motif de quelque chose. Bon, je vous mets ça comme ça, après, je sais pas, il faudrait le justifier faudrait l'articuler un peu mieux, quoi. Disons, dans la cause première, enfin, ouais. Bon. Je place l'objet petit a, et puis là, donc là, il y a un renvoi sur la parole, dans le sens de causer, et puis de être causé. Alors, ça m'embête de vous dire ça comme ça, parce que, en fait, il faudrait c'est comme si je vous présentais une chaîne, mais que les maillons ne soient pas articulés les uns aux autres, quoi. Être causé, il y a en fait, le sujet qui est jeté, qui est subjeté du processus signifiant. On est dans le processus de verbe, parce que plus du tout dans même dans la cause comme de fabriquer une coupe, enfin, ça suffit, quoi, parce que fabriquer une coupe, c'est pas un geste matériel, c'est pris dans toute une structure sociale, signifiante, enfin, le processus en lui-même, c'est pas une suite de gestes, enfin, puis même si on remplace l'orfèvre par une machine, par exemple, cette machine, c'est une construction signifiante. Il a fallu inventer tout un tas de détails pour arriver à... Donc en fait, les causalités sont toujours comme des poupées russes, toujours imbriquées les unes
les unes aux autres, quoi. Donc le subjeté, c'est le l'hypokaiménon. C'est trop long à écrire, enfin bon, etc. Donc là, ça renvoie à une temporalité. Jeté dessous. Pardon? C'est ce qui est jeté dessous. Oui. Ça renvoie à tout ça, ça renvoie à une temporalité. Est-ce que ça n'a pas à voir justement avec la façon dont en anglais on dit comprendre, qui est understand, quelque chose qui est mis en dessous? Ah oui. Oui. Donc tout le versant, processus de la cause, en fait, s'articule, alors, il faudrait une autre. S'articule à une temporalité. Alors là, je renvoie à Gustave Guillaume, le linguiste, qui a écrit un bouquin vraiment intéressant, Le verbe et le temps et le verbe, qui analyse ce qu'il appelle la chronogénèse, c'est-à-dire la fabrication de l'image psychique du temps. Donc là, on a donc l'instauration d'une temporalité. Rappelez le nom, s'il vous plaît. Hein? Le nom, s'il vous plaît. Guillaume, Guillaume. Gustave Guillaume, et une chronogénèse. Temporalité, chronogénèse. Parce qu'en fait, les auteurs que j'ai lus qui analysaient le temps, enfin Augustin, puis je ne sais plus qui d'autre, en fait, ils essayent d'analyser le temps en tant que tel, le présent, mais ça leur échappe toujours, parce qu'ils oublient tout simplement de voir que le temps lui-même est absolument intangible. En fait, c'est l'objet qui est pris dans cette temporalité, qui définit une temporalité. Le temps est défini par tous les objets, donc ça marche aussi avec l'espace. Enfin, néanmoins, ce qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est que tout processus, quel qu'il soit, actif ou passif, prend toujours du temps. Il y a un écoute, même pour une phrase, l'énonciation d'une phrase nécessite du temps entre la majuscule du début et le point de C'est fin. ça. Ça ne peut pas être extemporané. Tout à fait. Et dans une phrase, il y a toujours une question d'objet. Oui. La plupart du temps, oui. Même si on veut parler creux, il y a toujours des objets collent. Alors, il y a une question que je me suis posée au début de l'exposé de Brassard, c'est qu'est-ce qu'être demandé. Par exemple, on lui a demandé de nous parler de la causalité. Alors, et demandé par l'autre, alors il y a l'autre qui lui demande ce qu'il sait de la causalité. Et il est renvoyé à ce qu'il sait. Bon, ça c'est vraiment approximatif, hein, parce que en fait c'est pas un vrai S1, disons que c'est un S2 et S2 second, on va dire, ou S2 prime. Parce que bon, le S1 en fait c'est vraiment, au sens de Lacan, il est générique de la chaîne. Enfin, bref. Donc en fait donc il y a une demande de l'autre là, hein, qui l'envoie à son savoir. Donc lui, il est quelque part entre les deux. Et ça, on ne parle jamais de ça. On dit toujours le sujet, le signifiant, ce qui représente le sujet pour un autre signifiant, etc. Mais entre deux signifiants, est-ce qu'on est plus près du premier ou du deuxième?
Je pense que ça a une incidence. En fait, il y a un écart là dans lequel le sujet se situe. Par exemple, moi je serais plus proche d'ici, alors que lui, il était plus proche du savoir, parce qu'il maîtrisait bien son truc, il était prof. Hein. Et les gens entre les deux, quoi. Puis bon, ça se balade, hein. C'est pas toujours la même position. Donc là, voilà, ça, ce serait l'espace du sujet. Bon, sur un plan, langagier, il y a aussi la question de transposition, comme ça, sur le plan uniquement symbolique des trois causes, puisque la quatrième, c'est celui qui rassemble. Donc il y a la 1, la 2, la 3. Hein. Il y a matériel, final, formel et final. Et la quatrième, c'est l'efficiente. Est-ce que la cause matérielle, est-ce que c'est le signifiant? Est-ce que c'est l'objet petit a? Toujours en gardant quand même. Si tu veux, pour moi, ça m'apparaît toujours assez loin du sujet humain, étant donné que ce que décrivait Aristote, c'était avant tout la nature. C'était avant tout la nature. Oui, mais il en parlait. Il parlait. Oui, mais... Donc il se servait du langage. Bien sûr, il servait du langage pour en parler. Mais lorsqu'il évoque la cause matérielle, bien sûr qu'il emploie des mots, mais il la rattache à la constitution de la nature. Oui. Alors là, tu en parles en te posant la question si ça a à voir avec le signifiant humain ou avec l'objet petit a. Oui. Toujours dans cette idée de l'articulation entre le trajet de la pulsion et puis le graphe du désir, qui grosso modo d'ailleurs représente un peu la même topologie. Je reprends. Donc là, on dit que parce qu'en fait, la zone érogène, c'est pas le goal. Bon, le trajet, bon, ça va, ok, on a compris. Mais le but, le télos. Le télos, c'est en fait au niveau du retour. C'est-à-dire, c'est ici qu'on peut situer on va dire la jouissance, quoi, ou si on est dénaturé, quoi, pas tout plaisir. Quoi. Ah oui, et le graphe, on le fait plus grand. Donc là, c'est l'énoncé, et là, l'énonciation. Bon. Donc on a il y a le poisson, là, je crois. Oui. Il y a le poisson. Bon, le désir étant quelque part par là, et puis fantasme. Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'on retrouve dans la formule du fantasme, c'est les deux trucs, dont je parlais tout à l'heure, à savoir les deux composantes
nominative et verbale quoi, de la causalité, de la cause. C'est-à-dire l'osar, le petit A, qui est le morceau de réel qui échappe toujours au processus signifiant. Et puis le sujet, ce qui se constitue dans le processus signifiant, dans la tentative de détour. Alors détour, hein, j'aime bien ce mot-là parce que ça a un double sens. De détour de l'objet, j'ai bien la pulsion, quoi. Je ne mets pas les flèches. Donc là, on peut accorder les deux. Je ne sais pas de quelle mesure ça tient. Ce que je disais tout à l'heure, c'est dans le passage de l'articulation de ces deux niveaux. Le niveau de la pulsion, qui regarde le corps en train de se signifiantiser, et puis le registre purement du signifiant, avec toute la constitution ou la structure psychique, désirante, etc. Et donc, on va mettre un sigma là pour mettre ce soma. Et puis là, on va mettre signifiant. C'est pas tout à fait ça, enfin. Et donc entre les deux, ce qui articule l'un à l'autre, c'est la technique. Il y a plein de techniques, je reviens là-dessus. Les techniques maternantes, pour essayer de avoir une relation avec cet être-là qui vient d'arriver, qui baigne dans le langage sans parler encore. Plein de techniques. Même pour essayer de récupérer le regard d'un enfant qui, le regard se part en fixe, quoi, enfin. La technique est entre les deux, entre ce qui est proprement somatique et ce qui est proprement signifiant. L'inscription du corps dans le registre signifiant. Donc ça fait partie de l'enseignement que l'adulte fait à l'enfant. Par exemple, oui. Ouais. Bon, après c'est schématique, parce que, par exemple, le petit A, bon, il est métonymique, hein, c'est-à-dire tout un tas de A, prime, etc. C'est-à-dire ce qui différencie la jouissance du plaisir, c'est que, en fait, ce qui constitue le petit A, presque on pourrait dire comme unaire, enfin, en tout cas qui participe du trilinaire. C'est cette première jouissance dont l'objet, dès le départ, est à jamais perdu et recherché. Enfin, d'ailleurs, on peut voir les deux registres de jouissance. Parce que sur le graphe, la grande place de la jouissance, je crois qu'il la place ici, la jouissance de l'autre. Jouissance de l'autre. Donc peut-être que là, c'est quelque chose de l'ordre de la jouissance phallique. C'est-à-dire quelque chose qui est là qui est présent, manquant, qui se manifeste toujours comme manquant. Quand on trouve les oxymores d'Heidegger. Alors, il y avait quelqu'un la dernière fois, une téléspectatrice, à la fin, alors c'était la fin, donc elle n'a pas pu dire grand-chose, je disais, oui, alors, est-ce qu'on pourrait pas, si elle est là, peut-être qu'elle pourrait répéter, est-ce qu'on pourrait pas dire que la cause matérielle, c'est le signifiant, c'est ça que vous aviez dit? Ah bon, elle n'est peut-être pas là.
dans le sens, la demande faite à Emmanuel Brassa, que dit Aristote de la causalité? Elle est à la fois ce qu'est une cause première, un énoncé premier d'une demande, et en même temps finale. C'est-à-dire il est venu avec ses fiches, et puis il nous a parlé de ce qu'il savait de la cause chez Aristote. Donc là, c'est ambigu, quoi. La demande première et finale, oui, mais pourquoi pas, après tout. Alors, il y a l'énoncé de la demande aussi, la demande de l'autre. Est-ce que c'est une cause matérielle? C'est-à-dire, les signifiants est entendu dans l'énonciation. C'est-à-dire dans tout ce processus d'être, on va dire, être demandé ou être requis sur un certain champ où on répond de quelque chose. À travers ce que tu dis, c'est sûr, enfin, il me semble que c'est pas sans conséquence de considérer la matérialité du signifiant. Oui. En le mettant du côté de l'énoncé comme quelque chose qui a une matérialité propre. Propre, c'est-à-dire tout en différence, en fait. Oui. Le signifiant, on ne peut pas se saisir comme ça, comme on attrape une cigarette. Il ne se définit jamais n'étant pas ce que sont les autres, mais étant même différent de lui-même. Donc ça lui donne vraiment un aspect, une matérialité immatérielle. Une matérialité. Entre deux. Hein? D'entre deux, oui, qui permet peut-être cette double boucle dont a parlé Lacan, et puis cette articulation à d'autres signifiants. Alors, est-ce que la cause motrice, c'est le désir de l'autre, par exemple? Dans certains cas, ça peut être ça. Hein? Ça peut être ça, en tout cas, comme énigme. Comme énigme et comme moteur d'une envie d'une part de le situer, puis d'y répondre, et puis la cause formelle, pourquoi est-ce que ça ne serait pas la syntaxe du fantasme? Donc tout ça, bon, sont des approximations. Moi, je ne voulais pas couper votre présentation, mais quand Emmanuel Brassa parlait de l'atome comme cause matérielle, il a parlé de l'atome. Atome. Oui. Comme cause matérielle, ça me vient à l'esprit le signifiant, comme vous avez parlé, et comme cause matérielle. Et Oui. aussi, il a parlé de la cause matérielle. J'ai compris la cause matérielle comme un mouvement initial qui est le moteur de tout le mouvement. Et ça, à ce moment-là... C'est pas matériel, c'est efficient. Excusez-moi? C'est pas la cause matérielle, c'est la cause efficiente. Oh, OK. Bon, comme le mouvement initial qui est le moteur de tout le mouvement, il me vient à l'esprit l'objet petit a. Oui. Qui mettre
le sujet dans le langage et Oui, je sais pas, le sujet dans le langage, ça fait que, je pense que ça c'est que je lui dis, ça fait qu'il va, euh, je- il peut changer je pense que j'ai dit la famille, la société, Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. Mais bon, Lacan précise quelque chose quand même sur ce que dit Freud du retour de la pulsion sur la zone érogène à propos du neues object, subject, un nouveau sujet. Il dit que ce n'est pas un deuxième sujet qui serait nouveau, que c'est un nouveau, du nouveau, c'est-à-dire un sujet. Donc ça rejoint ce que vous dites. C'est-à-dire que la subjectogénèse, on va dire, se situerait ici, quoi, à ce niveau-là. Mais qu'en aucun cas, le petit âne n'est le sujet, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, le parcours pulsionnel s'avère être un parcours signifiant. Au départ, à peine, et de plus en plus. C'est ce qui donne tous les travers pulsionnels. Boulimie, anorexie, machin, tout ça. Quoi. Ce sont des déformations signifiantes de ce qui, à l'origine, idéalement, était naïf. Enfin, voilà, pour donner un exemple, il me semble, de ce que tu dis, il y a une différence entre le nouveau-né qui suce son pouce et la mère du nouveau-né qui dit « Ah, tu suces ton pouce !» Oui, hein, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a de la création subjective. Voilà. Quand elle s'émerveille ou elle sourit à l'enfant en lui disant « Ah, tu suces encore ton pouce, c'est agréable, mon chéri !» Tout cet environnement langagier, devant ce processus qui est presque, on va dire, animal, on va dire, hein, eh bien, primaire, oui, très primaire, il y a une fabrication de sujet en lui disant, ben là, il y a du sujet, et puis il y a de l'objet. C'est ça. Hein. Et ce qui est du coup très différent du fait de manger. Hein, je renotais ce que Lacan disait sur le fait que ça ressort par le côté où ça rentre. Hein, ben le sein, il va ressortir par la bouche, hein, tandis que manger, c'est une autre fonction. Hein, l'oreille, je veux dire, ce qui rentre dans l'oreille, ça en ressort. Hein, toutes les zones érogènes ont cette structure. À savoir que ce qui rentre ressort par le côté. Ce qui sort, Quoi rentre. Bon, là, ça sort de la zone érogène. Ah, ben, bon, si tu vois ça comme ça, si le tu petit veux. A, il est de l'ordre du réel. C'est du réel qui devient de l'autre. C'est pas tout à fait comme ça, je le comprends, mais c'est Ah bah pas grave. si, c'est ça. Si. Si tu veux, schématiquement, le corps, il est en dessous, quoi. Tu peux faire une bouteille, Oui, faire bon, une sphère trouée. D'accord, le ça corps. revient au même. Ouais. Et puis tu as la pulsion qui... Hop. Bon, voilà, avec le... Oui, ok. Est-ce que je peux poser une question? non. C'est bien sûr. Bon. Quelqu'un qui a posé une réponse? Bonsoir, je voulais juste vous demander, quand vous avez parlé de la technique entre la première boucle et le soma et le signifiant, et que vous avez évoqué quelque chose de la mer, est-ce que cette technique est pour vous à avoir à faire avec l'orfèvre, c'est-à-dire avec la cause, comment vous l'appelez, la quatrième, efficiente, celle qui noue les trois premières? Alors, la technique rassemble
les trois Oui, causes. c'est Sous ça. l'efficacité, avec l'efficacité d'un parlant, d'un être parlant. Oui, oui, mais dans ce rassemblement, est-ce que ça n'est pas là le nouage des trois premières causes? Oui, Hmm? oui, Hmm? oui, oui. Hmm? Alors, ce qui serait intéressant de regarder de près, c'est est-ce que justement cette opération du rassembleur, du rassemblant, est-ce qu'elle constitue, est-ce qu'elle broméise quelque chose ou les trois registres? Elle topoïse, puisqu'on parle beaucoup des topos, Oui, elle topoïse quelque chose peut-être. certainement. Mais si on revient au broméen avec les trois registres, ce serait l'opération du Saint-Esprit. Oui, Qui noue les trois, quoi. dont parle Freud. Oui, oui. Vous voyez, ce sont des. Mon tableau était comme ça, hein, tout en vrac. Et alors, j'ai pas fini parce que il y a encore des miettes. Oui, effectivement, il y a quelque chose qu'avait dit Brassard. Moi, j'ai très mal noté, mais enfin, il avait noté 5 trucs, la forme, matière, acte, puissance, efficience, et puis entre les 4, il avait mis la finalité. J'arrive pas à retrouver ce que ça veut dire, son truc. Ça, bon, c'est pas grave. Si il regarde cette vidéo, il pourra toujours repréciser si ça l'intéresse. Alors, au sujet donc, oui, donc vous voyez, parce qu'en fait, il y a deux formes de causalité, hein, qui est versant substantif, quoi. L'aition, l'ursar, enfin la chose, la source, quoi, première, et puis le versant processuel, quoi, enfin le processus qui rapporte disons, à la chaîne signifiante, enfin, au processus de significantisation, et donc à la subjectivation. Voilà. Bon, donc, la fabrique de celui qui se tient en dessous, quoi, hein, de l'upokaimenon, le sujet. Bon. Et alors, là c'est une dernière petite partie où on va rattraper le schuld, la dette, la faute, la responsabilité. Oui, parce qu'on a vu que donc le versant substantif de la cause, le versant processus de la cause, amène à une articulation entre un objet qui est de l'ordre du réel, qui serait l'objet X, cause 2, et puis le processus signifiant qui est la causalité signifiante, quoi. C'est-à-dire un peu ce que Lacan analyse dans je ne sais plus quoi, avec ses alpha, bêta, gamma, etc., là, qui montrent qu'il y a une détermination, quoi, signifiante. Alors, donc ça c'est le versant sujet. Bon, je vous le remets vite fait comme ça, hein. C'est-à-dire non. Donc, allez, on y va directement. L'objet petit a, c'est-à-dire le bon ordre du réel. Et puis verbe, processus, procès. D'ailleurs, c'est bien la bivalence du procès, justement. C'est à la fois quelque chose qui court, qui évolue, et puis en même temps, c'est une mise en cause, dans le sens juridique. Les deux sens ont joué dans l'étymologie. Donc là, procès, on a tout ce qui est de l'ordre de la chronogénèse. Chronogénèse,
c'est-à-dire l'image psychique du temps. Et le sujet. Le sujet, donc et l'ordre symbolique. Pour disons, raisonner avec ce qui se fabrique à partir de la demande de l'autre. Donc on réfère au graphe du désir. Et ce que j'ai dit tout à l'heure sur être demandé à produire quelque chose, etc. Donc là, c'est cet intervalle qu'il y a entre ce que j'ai mis entre, on va dire, bon, S1 et S2. Hein, un intervalle de variabilité de subjective. Alors ça réfère à cette espèce d'achoppement où j'avais dit que je parlerais il y a 15 jours. Et en fait, quelques jours avant, j'ai dit à Jacques, je suis coincé, je ne peux pas faire mon truc. Et donc il y a plusieurs éléments moi, qui me semblent intéressants à analyser. D'une part, dans l'attitude que j'ai adoptée, et d'autre part, dans celle que Jacques aussi a adoptée. Alors, c'est à propos de la demande. La demande, et puis de ce qui se joue, de l'engagement, de la dette, de la faute, tout ça. Vous vous souvenez que dans le graphe, le signifié de l'autre est là, en fait, c'est ce qui revient sur, comment dire, sur le message qui vient de l'autre. Si vous trouvez une meilleure formulation, vous me la dites. La rétroaction, je crois. Hein? La rétroaction, non? Qu'est-ce qu'il dit? La rétroaction. Rétroaction. Ouais, très bien. Donc il y a eu l'exposé de Brassard qui m'a fait un peu comme ça venir quelques idées et puis proposer à la fin de la séance, proposer à Jacques, proposer de dire quelque chose pour ensuite, quoi, enfin bon, etc. Donc en fait, à partir de ce qui s'était, pour moi, constitué comme savoir, j'ai énoncé une demande. Une demande, mais qui était, en fait, qui venait de l'autre, quoi. Qui venait de confusément ce que j'avais entendu, etc. Ce qui s'était mis un peu en forme, pas trop, vous voyez. Donc en fait, ça c'est du côté de l'autre. J'ai proposé quelque chose à partir de ce que j'avais entendu. Donc c'est une demande que je formule à partir de l'autre. Et l'effet donc de cette demande, c'est un engagement. Je me suis engagé à parler, tel acte, et puis on va dire une parole donnée. J'espère que vous lisez. Et il y a eu un autre, donc ça a pour effet un autre circuit. Qui fait que l'effet pour l'autre de cet engagement, c'est une attente.
rapport avec une parole reçue. Alors, il y a d'abord, il y a dans ce registre de l'attente, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'anticipation, c'est-à-dire, en fait, de ce qu'un signifiant, on rejoint la question de la cause finale qui définit, c'est-à-dire qui est à la fois le but et en même temps le départ. Donc dans cette attente, il y a une question d'anticipation logique. Moi je dis logique, c'est toujours logique, mais bon. Je vais mettre logique quand même. Je lui mets logique pour raisonner avec les trois temps logiques de certitude anticipée. Il y a quelque chose, une certitude anticipée qui se constitue à ce moment-là. Au niveau de la parole reçue, bon, au niveau de l'autre, en fait. Enfin de l'autre, du petit autre, mais bon. Enfin, vous connaissez Jacques, il y a du grand autre chez lui. Et par contre, du côté de l'engagement de la parole donnée, alors, c'est là que je situe la dette. Comme tout échange, hein. Les gens qui font des cadeaux, ils sont extraordinaires, quoi. Ils paraissent généreux, mais en fait, ils vous endettent. Ouais. Ben oui, puisque c'est une monnaie d'échange. Oui, la parole donnée crée de la dette. Tout à fait. Et oui. Oui. Et oui. Donc la dette, le Schuld, c'est là qu'on rejoint. C'est-à-dire aussi bien le registre de la faute, on est toujours à défaut de tenir parole, même si on tient parole. Est-ce que vraiment l'objet promis est donné? Donc la faute, et puis la responsabilité. Alors, en fait, tout ce processus, quoi, entre deux signifiants, l'un représente, etc., la variabilité de position du sujet, etc., tout ça, je le mets dans le registre du Sollen, du devoir. Sollen. Du devoir. Du devoir. C'est-à-dire, en fait, ce qui achève la constitution subjective qu'il a fait, qu'il articule à un autre registre, quoi, qui serait plus de l'ordre des échanges sociaux, quoi, social. Alors, il n'y a pas le désir dans le premier mouvement. Hein? Il n'y a pas le désir dans le premier mouvement. Dans le premier Tu t'appelles mouvement. demande de l'autre. Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un désir là plutôt qu'une demande? Bah, bien sûr. Bien sûr. Il est en arrière-fond, quoi. Oui, c'est ça. Parce que bien sûr, je ne sais plus comment c'est venu entre nous de parler de... Si, c'est venu justement sur une différence de... Jacques disait il y a 4 causes, moi je disais il y en a 3. Et donc, on est venu là-dessus, on a dit, bah tiens, on va inviter Brassat, il va trancher la question. Donc c'est venu là. Donc en fait, le désir,
il est en arrière-plan, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous disait qu'on était ensemble ce soir, pourquoi on parlait de sa femme, etc. Il y a le désir de Jacques de faire ses soirées, topologos, il y a le mien, etc. Enfin, bon, oui, c'est multiple, quoi. Mais en tout cas, ce qui est énoncé, bon, c'est cette demande. Bon, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ça suffit. Hein. À ce moment-là, si tu as fini, je voudrais ajouter 2-3 points. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est comment ça se rapporte. Bon, alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé et appris en écoutant Brassas, c'est effectivement le fait que Aristote était avant tout un physicien et donc il s'intéressait aux explications de la nature. Alors évidemment, bien sûr, il employait des mots pour ça, et c'est un sujet, mais en fait son objet se présente plus presque comme un métalangage sur la nature. Bon, et donc il évoque ces 4 causes, et d'après ce qui était raconté par Brassas, effectivement la cause finale vient un peu en surplus, et c'est vrai que ça peut se comprendre, enfin moi je le comprends en tout cas en disant, du moment qu'on raconte la nature, la nature, est-ce que c'est vraiment sûr qu'elle ait une fin? La fin, on l'aperçoit beaucoup plus du côté de l'humain. Quoi? Non, c'est pas une fin de la nature. C'est la cause finale dans le sens de la poésie, de la création de la nature. Oui. Pour la fleur, à la fin de la floraison, c'est la fleur. D'accord. Bon, ok. Alors, moi je me replaçais donc dans une dimension complètement autre, qui est lorsque quelqu'un vient voir un psychanalyste. Lorsqu'il vient voir un psychanalyste, 9 fois sur 10, c'est parce qu'il a un ou des symptômes invalidants. Je dirais presque que malheureusement, il n'y va pas au départ quand il va bien, ce qui est un peu dommage. Mais, et donc, je plaçais donc le symptôme en disant, voilà, c'est la cause finale. C'est-à-dire qu'il y a une certaine fin qui lui arrive, son corps a fabriqué en 20 ans, 30 ans, 40 ans, a fabriqué un certain nombre de symptômes, et il en est là, et éventuellement même il va peut-être en mourir. Donc, ce qui fait du coup la fin dans les 2 sens du terme. Hein. Bon, et quel est le travail de l'analysant? C'est à partir de cette cause finale, c'est de remonter le temps de façon à essayer de trouver des chemins de causes. Et là, pour le coup, des causes, peut-être des 3 autres. Qu'est-ce qui a conduit à cette fin? Alors, donc donc tout son travail d'énonciation va consister à essayer d'inventer par la parole et par les interventions de l'analyste, va essayer d'inventer des cheminements de causes diverses et variées. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est qu'on peut se questionner sur la structure de ces données causales. Ça peut être effectivement des causes tout à fait linéaires, une ou plusieurs. Hein, je remonte, oui, mais j'ai fait ça parce que j'ai été mis dans telle situation, et auparavant, mon père avait fait ça, ma mère avait fait ça, ma sœur, et donc on reconstitue comme ça. On reconstitue en disant, c'est un petit peu par exemple ce qu'a fait sur un mode extrêmement obsessionnel Serge Leclerc avec son fameux porte-gély. Hein, il explique le truc et puis finalement, il trouve une espèce de corps, de cœur qui explique il aurait perfectionné la recherche de la cause. À mon avis, c'est sur un versant complètement obsessionnel et qui échoue, mais bon, peu importe. Alors après, il y a aussi
quels sont les chemins de cause qui sont possibles. Parce qu'on a tendance effectivement toujours à mettre en chemin préférentiel une cause. Docteur, mon fils est toxicomane, je vous l'amène de façon à ce que vous retiriez la drogue, de façon à ce qu'il soit plus toxicomane. Vous voyez, tu vois, c'est vraiment des cheminements extrêmement linéaires. Maintenant, on peut aussi ramener effectivement ce système de cause au niveau de ce qui s'est passé dans la famille et que finalement, on peut ramener ça à des fonctions. Il était important que le fils aîné se défigure avec un gigantesque psoriasis, par exemple, parce que c'était la fonction qui était attendue dans la famille. Et donc de passer tout le temps en analyse pour raconter ces cheminements peuvent peut-être faire en sorte que le symptôme soit moins envahissant, par exemple. Là, tu parles de la cause alors qu'il y en a trois. Il y a trois registres de cause, réel, imaginaire, symbolique. Oui, ben voilà. Donc justement, ça peut faire partie justement des cheminements de recherche de cause, effectivement. C'est vrai que moi, j'ai tendance un peu à le rattacher à des fonctions attendues. Dans telle famille, le psychotique, il a une fonction de psychotique. Hein, il était attendu là. Celui qui est un être exceptionnel, il était attendu là. Mais effectivement, justement, ça fait partie c'est là où peut-être se trouve le travail de l'analyste, dans ses interprétations ou au moins dans ses ponctuations, c'est d'aller connoter lorsque quelque chose qui aurait à voir avec une cause chronologique à l'envers serait dans le registre réel, symbolique ou imaginaire, par exemple. La cause finale qui amène l'analysant chez l'analyste, le symptôme. Moi, je dis, voilà, pour moi. C'est aussi la cause initiale d'un début d'autre chose. Oui, voilà, mais sauf qu'il a déjà 40 ans de vie, cet homme-là. Et donc, ça va être le début peut-être d'une façon de se dépasser. D'ailleurs, il y a bien souvent des patients qui nous disent « Ah, mais je suis déjà beaucoup trop vieux, j'ai tellement subi d'horreur par ma famille ou autre, que c'est même pas la peine que j'essaye de démarrer quelque chose, quoi. Hein, mais en tout cas, ça marque, ça marque une étape. Une étape où justement, où on va reconstruire le passé, où avec cette reconstruction du passé, on va donner une possibilité d'ouvrir à l'avenir. Une fonction, c'est toujours le rapport d'un élément à un autre. Le rapport d'un élément à oui, ça donne toujours un résultat, oui. C'est-à-dire que tu as des acteurs, des variables, et ça te produit toujours un résultat. Parce que moi je verrais à ce moment-là la fonction sur encore un autre registre. Et alors qui ne serait pas le registre de l'efficient, mais peut-être un cinquième, qui ferait que de l'un à l'autre, d'un signifiant à l'autre, par exemple, s'établirait une fonction ou d'un versant imaginaire à un autre, enfin d'un point imaginaire ou à un autre se ferait une fonction aussi. Enfin, je ne vois pas la fonction comme la fonction de quelque chose tout seul. Non, c'est jamais tout seul une fonction, mais c'est une fonction que va occuper tel ou tel membre, parce que tous les patients qui viennent nous voir, c'est qu'ils ont une famille. Hein. Donc ça va être quel rôle, on va dire, t'as été assigné, mon garçon, ma fille, dans la famille.
Il va falloir différencier. J'aimerais bien dire quelque chose sur ce que tu viens de dire, Jacques, parce que depuis le début, je suis un petit peu paumé là. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été évoquées, mais effectivement, c'est une question fondamentale de la psychanalyse, la question de la cause. Hein. Causer, c'est faire en médecine. Qu'est-ce qui a causé qu'il y ait quelqu'un qui est en train de mourir là, hein? Alors, ça c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Alors, le cadéré, hein, le cadéré, pourquoi pas? On n'a jamais su exactement pourquoi on avait tiré cause. Il n'y a pas d'étymologie vraiment. Hein. En tout cas, la cause, c'est la laïcia grecque. Hein, c'est ce qui est responsable de ce qui fait de ce qui arrive, de ce qui est tombé, hein, de ce qui est cadéré, hein, c'est-à-dire ce qui est tombé, ce à quoi on en est venu, hein, le responsable, c'est la cause. C'est la cause qui fait que tout ça est arrivé. Et quand le patient il arrive, moi je ne sais pas, mais ça c'est dans ma province, ils venaient tous avec bah, je veux faire une psychanalyse parce que je veux connaître la cause de ce qui m'arrive. Hein. Je ne sais pas hein, la cause de ce qui m'arrive. Donc, cette cause, effectivement, on va, soi-disant, je m'excuse, mettez le soi-disant peut-être de côté, hein, la mettre en question dans la psychanalyse. Et à ce moment-là, effectivement, elle va apparaître sous les 4 formes. Moi, j'en mets pas 3 là, hein. J'en mets bien 4 à la fois. La cause formelle, matérielle, la cause efficiente et la cause finale. Hein. Et ça va commencer comme ça. Ben oui, c'est parce que ma mère, elle était comme ci. Ah ben oui, c'est parce que la maison qu'on habitait, elle n'était pas jolie. Hein. La forme. Hein, et puis le matériel, et puis il y avait des sous qui manquaient, et puis le final, au final, on ne savait pas ce qu'on voulait dans cette maison, alors je ne savais pas ce que j'allais faire quand j'étais grand, où on voulait que je sois absolument instituteur, et puis je ne voulais pas l'être, enfin bon, et c'est la réunion de ces 4 choses qui va s'opérer dans l'analyse, et c'est là que va se faire l'aletheia de Heidegger. C'est la synthèse des 4. Il n'y a pas en réalité de cause. À mon avis, c'est comme ça que j'entends que la cause et sa finalité se rejoignent d'un bout à l'autre. Elles se rejoignent d'un bout à l'autre parce que la finalité n'apparaît que ponctuellement. Hein. Mais effectivement, ce n'est pas une vérité. D'ailleurs, on le sait bien en analyse, hein, quand on a compris quelque chose, on passe à autre chose et puis on s'aperçoit qu'il faut trouver la cause d'autre chose. Enfin, excusez-moi, j'ai été un petit peu vif là, mais c'est parce que je suis un peu embêté avec la technique depuis le début. Ouais. Oui. Oui. Bon, je me suis mal exprimé alors. Pourquoi? Vous n'avez pas compris. Pourtant, j'ai pris de la peine. Non, mais j'essaierai de faire mieux une autre fois. Bon, parce que effectivement, alors, c'est vrai que maintenant, avec tout ce qui se produit à droite à gauche, la plupart des patients viennent avec des causes toutes faites. Je suis homosexuel, je suis schizophrène, je suis ceci, et puis bon, de toute façon, mes parents, comme tu le disais, mes parents ont eu telle attitude avec moi, ils arrivent avec des causes toutes faites, et ils supposent qu'on va abonder dans le... bon, alors que ce sont chaque fois des nœuds gordiens qui sont impossibles à dénouer, sauf justement avoir l'écoute de ce qui se dit, tout simplement, hein, de ne pas prendre trop au sérieux ces simplifications causales, on va dire. Hein. Bien sûr. Écoutez, il me semble que cette différenciation entre, d'une part, le versant nominal
ou au substantif de la cause et son versant processuel, Oui. le processus, nous amène à une analyse intéressante, à savoir que du côté du processus, on trouve justement cette quatrième cause dont parle Heidegger, qui est le legein, le logos, c'est-à-dire le pouvoir productif du logos en tant que rassemblant les trois registres réels, imaginaires et symboliques des trois autres versants. Ça c'est parfait. Ça, Vous voyez? Ah oui, donc il mettait l'accent sur cette dimension du logos. Alors effectivement, oui, c'est ça, tout à fait C'est-à-dire, nécessaire. C'est au cœur de notre travail. Mais oui, tout à fait. Oui. Et c'est vrai que il me semble que les trois premières causes collent vraiment très bien avec les trois registres, à savoir la cause finale étant symbolique. Bon, l'exemple de la coupe sacrificielle, bon, ça parle, quoi. Et puis, imaginaire, c'est la forme qu'on va donner à la coupe, quoi, telle ou telle forme, etc. Puis, le réel, bon, bah, c'est la matière, hein, etc. Eidolon, je crois que c'est l'image. Hein? Eidolon, c'est l'image. Oui, Eidolon. Oui. Oui. Mais je crois qu'il y a une. En fait, c'est pour nous l'image. Pour les Grecs, il y a 10 mots pour dire l'image, en fait. Ah ouais. Ouais, c'est ça qu'on est piégé, en fait. C'est qu'ils ont ouais. tout un. Eidolon. Pas assez fort parce que. Pardon, je ne sais plus. Moi, je disais que l'image, justement, c'est Eidol. Eidolon, ça peut être une image, une icône, ça peut être. Oui. C'est le fantasme. Il y a un mot pour les Grecs, il y a 10 mots pour dire l'image. En fait. Ah oui. Ouais. C'est là où on se fait piéger, parce que nous, on met image, on pense qu'à une seule chose. Mais l'image. Bah oui, on n'a qu'un mot. En fait. Oui, on n'a qu'un mot. Mais les Grecs, ils avaient une dizaine de mots pour dire image. Marrant, parce que Eidolon, c'est. Et tu saurais dire quel glissement sémantique il y a d'un à l'autre, par exemple? Oui, il y a plein de. Entre l'icône, par exemple, qui vient de l'image, et il y a le fantasme aussi, il y a différentes façons pour illustrer l'image. C'est pas une, en fait. Et nous, on met tout sous le même mot. C'est là où c'est un peu. Bon, enfin, grâce à Lacan, on a réussi à regrouper tout ça dans la dimension de l'imaginaire. Oui. Parce que voilà, c'est ça, l'imaginaire. Ça englobe un peu tout un monde. Je me demandais, est-ce que dans mes souvenirs, chez Heidegger, logos, ça va aussi avec legein, ou peut-être que je me trompe dans la prononciation en allemand. Legein, c'est pas vrai, c'est quoi legein? C'est-à-dire, il y a quelque chose il y a une histoire entre le lit et le lit, la lecture et le logos. Il y a ces trois significations du lit, de la lecture et du logos. Et donc à ce moment-là, le logos, si on le mettait pas seulement comme processus déjà dans sa facture signifiante, mais comme processus faisant appel à une sorte de technicité, là aussi. Oui. Comment dire? Alors à ce moment-là, c'est une manière de fabriquer le lit des choses. Oui, c'est joli ça. Oui, j'aime bien ça. Oui. Et donc, dans les processus, il y a la manière qu'a l'analyse de se prêter comme matériau de fabrication de ce lit de la cause, de ce lit où la cause s'exténue sa jouissance, exténue. Ah oui, bien sûr, très bien. Enfin, je ne sais pas. Oui. Le lit qui n'est pas la lie, hein. Oui. Ni la cause freudienne. Mais j'ai pas relu la causalité psychique, l'article de Lacan. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu. Récemment, non. Ah oui, non, récemment.
Oui, je pense Mais que bon, vous voyez, à force de, de patauger comme ça dans cette tourbe-là, il me semble que quand même c'est intéressant, quoi. Ça permet d'aller un peu plus précisément, quoi, dans l'analyse de la cause, c'est-à-dire de la décortiquer. Mais est-ce que vous avez la sensation, là, puisque vous écoutez des humains, est-ce que vous avez la sensation que la cause est extérieure à l'analyse du symptôme? Parce que bon, si on revient sur Aristote, on a compris sa position physicienne. Mais pour nous, est-ce que vous voyez dans le fait que quelqu'un vient nous parler, qu'on l'écoute et qu'on intervient pendant des mois ou des années avec lui, et qu'il avance dans son énonciation, est-ce que vous avez l'impression qu'on se situe ailleurs que alors c'est peut-être ça la causalité psychique, hein? C'est-à-dire justement de marcher en marche arrière, quoi, de marcher en marche arrière dans la chronologie du sujet. Quitte à parler du présent, bien sûr, mais dès l'instant où il parle du présent et où ça échoue avec sa compagne, de quoi il va parler? Il va parler du passé. Bah, ça fait la cinquième campagne que j'ai, ça marche jamais. Quand même, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Ben justement, donc on revient tout de suite à une recherche d'antériorité. Oui, mais ça, c'est articulé quand même que le travail de la cure, c'est quand même dans le creuset du désir. Ah oui. C'est dès l'instant. Ah oui. Dans le creuset du désir. Ça, dans le quoi du désir? Le creuset du désir. Le creuset, le T ou ER ou je sais pas quoi. Dans le creuset du désir, puisque dès l'instant où on se met à parler, on instaure la dimension, on parle la dimension du manque. Et que l'articulation que faisait Michel avec la pulsion me paraissait justement dans le creuset de ce que c'était que la cause. C'est-à-dire que l'articulation, d'évoquer les symptômes certes, mais c'est d'abord l'énonciation, l'usage de la parole, la production de signifiants. Donc, produire l'effet du manque de signifiants, et là on est dans un autre registre que celui du symptôme. On est dans le registre de ce que nous apprend le cheminement de la parole vers le manque dans le signifiant, du signifiant. Et là, on est obligé d'articuler ça quand même, d'y arriver à cette histoire de pulsion. Oui, mais là je dirais c'est quand même sur lorsque les symptômes, enfin c'est lorsqu'on est quand même vers la fin du travail analytique où se pose la question peut-être du passage de l'analysant à l'analyste peut-être, parce que sinon... Non, Jacques, ça commence avec les premières constructions. Les premières constructions de l'analyste dans l'interprétation, ou même les toutes premières découvertes de l'analysant qui vont l'inciter à poursuivre son analyse, sont autant d'étapes, justement, qui ont nécessité la mise en jeu d'une aletheia, c'est-à-dire d'une découverte de quelque chose. Je ne pense pas que l'aletheia et la passe, ce soit la même chose. Peut-être que la passe, c'est d'arriver à placer les différentes découvertes de la vérité au bon endroit, mais ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Mais dans l'analyse, quand ça avance une analyse, il faut qu'on passe de l'un à l'autre, en définitive, quand même. C'est pour ça que moi, je suis très intéressé par les premiers schémas que je n'ai pas bien suivis, parce que c'est compliqué entre ce qui se passe dans le schéma de ce qui se passe dans le corps et de ce qui se passe dans le graphe du désir.
Hein, ça m'a beaucoup intéressé, ce que tu nous as dit tout à l'heure. Oui, oui. Hein, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a effectivement exploration des différentes possibilités réelles, symboliques, imaginaires. Oui. Hein, Oui. aussi. Hein, je ne sais pas si... moi, c'est comme ça que j'ai compris ce que tu nous as dit, en tout cas. Oui, 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 oui. Et alors, les trois registres sont vraiment... jouent dans le graphe du désir, alors que dans le schéma de l'impulsion, c'est moins évident. Parce que c'est plus primaire, c'est plus... Oui. Peut-être qu'il faudrait qu'on relise la causalité psychique. Oui, Oui. oui. Mais peut-être ce qui serait bien, c'est de faire une autre séance sur ce thème-là, parce que on l'a à peine... t'as vu, bon, c'est un fatras, enfin bon... Oui. Ce à quoi je suis arrivé, c'est ça, c'est quelque chose qui est à peu près clair, justement en articulant ces deux versants, pulsion et graphe du désir. Et puis en même temps, les deux versants causaux, substantif et processus, c'est-à-dire processus signifiant, etc. Et puis substantif qui est plus du registre de l'aitia, de l'objet, qui met en jeu les deux versants de la cause, l'objet et le sujet, si on rejoint le fantasme, avec le poinçon. Oui. Tu vois? Oui. Quand est-ce qu'il l'a écrit, Heidegger, l'article sur la technique? Écoute, j'ai cherché la date, j'ai pas trouvé. C'est un bouquin dans la chronologie qui est assez tardif. Par contre, il a été édité en 50 et quelques. Enfin, ça s'appelle Essais et conférences, en 54, tu vois. Avant la causalité psychique ou après? Oh là là, je sais pas. Non, tu sais, dans ces essais et conférences, il y a l'article Logos qui a traduit Lacan. Donc il a dû lire ce machin. Parce que effectivement, il y a quand même bien effectivement cette espèce de recherche sur, oui, enfin, c'est dans la technique, dans son article sur la technique, il semble bien que ce qu'il a voulu mettre en cause, c'est la raison contre la cause. Oui, oui. Hein, ou la causalité, hein, la causalité d'un côté, la raison de l'autre, et la causalité psychique et la causalité physique, hein, qui est l'une est rationnelle et l'autre, elle est d'une autre nature. Et puis Lacan s'est beaucoup servi d'Heidegger pour avancer. Oui. Et là, en plus, il fait plus ou moins directement référence à plusieurs textes là-dedans, mais il a traduit Logos, mais il y a aussi Bâtir, habiter, penser, enfin bon, il y a plein de... Il y a aussi l'article Aletheia, enfin bon, c'est bien, hein, ce petit bouquin. On peut l'emporter en voyage. Mais par contre, là... Oui. Ah bah tiens, attends, ça y est, j'ai une date. Attends, juste un instant. La question de la technique, 53. Oui. Alors, et la causalité psychique, c'est postérieur. Hein. Oui, alors... Comment s'appelle ce petit livre? Essais et conférences. Au pluriel. Merci, merci, merci. Voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas, souhaitez qu'on fasse une session sur la causalité psychique dans le texte de Lacan et... Ah, moi je veux bien, je suis partant. Hein. Ça vous intéresse? Ah oui. Bon, ben c'est vendu. Propos sur la causalité psychique a été prononcé à Bonneval le 28 septembre 46. Ah non, alors c'est antérieur, alors. Ouais. Ah oui. Ouais. Ah oui. Bon,
Alors on dit mardi 10 janvier. Allez. Bon, au revoir, merci à tous. Allez, au revoir, merci. 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 Ciao, ciao.